À 35 000 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, menotté et trahi, le Major Jordan ait senti la porte de l'avion s'ouvrir derrière elle. Le rugissement du vent et des moteurs couvrait les voix des hommes qu'il avait autrefois appelés « sœurs ». Ce soir, ils étaient ses bourreaux. « Tu aurais dû te taire, cria le colonel Marcus Webb par-dessus le chaos, ces mots dégoulinant du venin réservé à ceux qui osent révéler la vérité. L'homme qui lui avait épinglé des médailles sur la poitrine la poussait désormais vers un abîme qui ne promettait rien d'autre que la mort. Les yeux sombres de Jordan, aussi perçants que l'obsidienne, se fixèrent une dernière fois sur son visage pâle. Aucune peur. Aucune supplication. Juste le calcul froid d'une femme qui avait passé 15 ans à protéger un pays qui s'apprêtait à la tuer pour avoir fait exactement cela. Elle avait survécu à 3 missions en Afghanistan, sauvé 17 soldats des décombres en feu et gagné chaque galon au prix de son sang et de son génie. Mais tout cela n'avait plus d'importance lorsqu'on découvrait que ses supérieurs vendaient les plans de vol militaires à des seigneurs de guerre privés pour des sommes à 7 chiffres. L'avion de transport était secoué par les turbulences, le métal gémissant comme une bête blessée. La foudre déchirait les nuages d'orage, illuminant les visages de son ancien escadron, des hommes à qui elle avait confié sa vie, désormais les yeux vides et tremblants, obéissant à des ordres qui les entraient à jamais. Ils ne pouvaient même pas la regarder. La culpabilité les rongeait, mais la peur de Webb les maintenait muets et leur conscience enfouie. « L'enquête s'arrête ici », continua Webb, sa voix mêlant arrogance et désespoir. « Pas de détails à régler. Pas de témoins. Pas de problème. » Il fit un geste vers l'océan agité en contrebas, où les vagues culminaient comme des dents affamées attendant de dévorer les preuves de ses crimes. Jordan avait tout découvert 3 semaines auparavant. Communications cryptées, comptes offshore, livraison d'armes déguisées en aide humanitaire. Un réseau de corruption qui s'étendait des avant-postes désertiques au bureau du Pentagone, avec Webb au centre, telle une araignée tissant sa toile mortelle. Elle avait tout documenté, prête à révéler la pourriture, mais Webb avait été plus rapide. Il l'avait accusé de trahison. Il avait falsifié sa signature sur de faux rapports. Il avait effacé ses alliés du système. À présent, les poignets liés et l'uniforme trempé par les embruns, Jordan ressentait quelque chose que ses bourreaux ne pouvaient comprendre, la clarté. Celle qui survient lorsque tout ce en quoi vous croyez s'efface, ne laissant que votre objectif. Ils pensaient se débarrasser d'un problème. En réalité, ils créaient leur pire cauchemar. L'avion s'inclina. La main de Webb appuya sur son omoplate. Un dernier mot. Major? Jordan sourit, lentement et mortellement, comme le gel hivernal. Oui. Racontez mal mon histoire, et je reviendrai la corriger. La poussée fut rapide et impitoyable. La gravité s'empara d'elle, l'entraînant dans les bras de la tempête, tandis que l'avion rétrécissait jusqu'à devenir une étoile lointaine. Le vent déchirait ses vêtements, la pluie fouettait sa peau comme des balles, et l'océan se précipitait à sa rencontre avec la promesse de l'oubli. Mais Jordan n'avait pas l'intention de devenir une autre vérité enfouie. Elle replia son corps, lutta contre les menottes et commença à calculer les angles de descente avec la précision qui avait fait d'elle la meilleure pilote de sa division. Si vous appréciez cette histoire de justice et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, car la suite prouvera que certaines personnes sont tout simplement trop dangereuses pour être tuées. 34 000 pieds. 33 000. La surface de l'océan brillait comme du verre noir, et quelque part dans ses profondeurs, la résurrection de Jordan était sur le point de commencer. Impact. L'océan frappa Jordan comme un mur de béton recouvert de glace, expulsant chaque molécule d'air de ses poumons alors qu'elle plongeait dans une obscurité qui engloutissait la lumière, le son et l'espoir. L'eau salée envahit sa bouche, son nez, sa gorge, tandis que les menottes transformaient ses bras en encre qui la tiraient vers le fond marin. La plupart des gens auraient capitulé face aux profondeurs. Mais Jordan n'était pas comme la plupart des gens. Elle avait appris à retenir son souffle lors d'un entraînement de survie en mer à Pensacola, où les instructeurs tentaient de briser les cadets en simulant des noyades. Ce qu'ils ne pouvaient pas simuler, c'était la fureur qui brûlait désormais dans sa poitrine, transformant la panique en carburant. Elle se tordait contre les menottes, utilisant la pression de l'océan pour comprimer ses poignets jusqu'à ce que le métal rencontre l'os. La douleur n'avait aucune importance. La mort signifiait que Webb avait gagné. Pendant ce temps, à 35 000 pieds d'altitude, le colonel Marcus Webb était déjà en train de préparer son chef-d'œuvre de tromperie. Il ferma la porte de l'avion avec des mains qui tremblaient à peine, puis se dirigea vers la console de communication où ses complices attendaient ses instructions. Le major Thompson, le capitaine Rodriguez, le lieutenant Foster. Tous fixaient leurs bottes comme des enfants pris en flagrant délit de vol. « Accident d'entraînement », annonça Webb d'une voix aussi ferme que le scalpel d'un chirurgien. Le major est tombé lors d'un exercice de transport de routine. Harnais de sécurité défectueux. Défaillance mécanique. Perte tragique d'un officier décoré.
Il commença à taper le rapport avec les doigts qui avait signé des condamnations à mort déguisées en ordre de transfert. L'histoire s'écrit toute seule, messieurs. Et si quelqu'un pose des questions, rappelez-vous que vous suiviez les ordres directs du commandement du Pentagone. Mais le tissu de mensonges de Webb allait bien au-delà d'un simple meurtre. Depuis 18 mois, il vendait des plans de vol classifiés à Blackstone Dynamics, une société militaire privée qui utilisait ses renseignements pour intercepter des convois humanitaires et des livraisons d'armes sur 3 continents. Chaque itinéraire que Jordan avait emprunté, chaque mission qu'elle avait accomplie avec fierté, avait été compromis avant même qu'elle ne décolle. L'argent était enivrant, 2 millions déposés chaque mois sur des comptes offshore qui finançaient les rêves de retraite de Webb. Un yacht en Méditerranée. Un manoir dans les Alpes suisses. Un héritage bâti sur les tombes de soldats qui lui avaient confié leur vie. L'enquête de Jordan menaçait de tout dévoiler, exposant des relevés bancaires, des communications cryptées et des preuves vidéo de Webb rencontrant personnellement les dirigeants de Blackstone dans des suites d'hôtels à Dubaï. De retour dans l'Atlantique, les poumons de Jordan réclamaient de l'oxygène alors qu'elle luttait pour remonter vers une surface qui semblait à des kilomètres. Sa vision se brouillait, sa conscience vacillait comme une ampoule mourante, mais sa mémoire musculaire guidait ses mouvements. Remonter à la surface. Respirer. Survivre. Les menottes s'étaient suffisamment desserrées pour qu'elle puisse libérer une main, laissant derrière elle de la peau et du sang comme prix de sa libération. Elle brisa les vagues en haletant, suffocant, mais vivante. Les vents violents fouettaient son visage, tandis que les éclairs révélaient la distance impossible à parcourir jusqu'à la côte. La plupart des survivants auraient calculé leurs chances et accepté la mort. Jordan commença à nager vers une faible lueur à l'horizon, les lumières d'un cargo qui traversait la tempête comme un phare d'espoir. L'avion de Webb avait déjà disparu dans la nuit, ramenant à la base sa cargaison d'hommes coupables et de documents falsifiés. Dans quelques heures, le colonel remplirait les papiers qui transformeraient Jordan de lanceuse d'alerte en victime, son dossier militaire étant modifié pour supprimer toute mention de son enquête. Propre. Professionnel. Indétectable. Mais tandis que Jordan avançait à coups de bras dans les vagues meurtrières, son esprit assemblait un autre type de documentation. Nom, date, lieu, numéro de compte bancaire. Chaque détail de l'opération de Webb était gravé dans sa mémoire comme une marque au fer rouge. Elle avait passé des mois à rassembler des preuves, et la tentative de Webb de la faire taire n'avait fait que confirmer tout ce qu'elle soupçonnait. Les lumières du cargo devenaient plus vives, l'espoir se cristallisant en détermination. Webb pensait avoir éliminé une menace. En réalité, il avait créé un fantôme qui n'avait plus rien à perdre et tout à révéler. La tempête se calmait, l'aube perçait à travers les nuages, et quelque part au loin, Jordan pouvait entendre le grondement des moteurs se rapprocher. Ce que le colonel Webb ne comprenait pas, c'était que certaines personnes deviennent plus dangereuses quand on essaie de les détruire. Et son pire cauchemar était sur le point de sortir de l'océan avec un règlement de compte qui ébranlerait les fondations de tout ce qu'il avait construit. Le cargo grec Aegean Star a sorti Jordan des griffes de la mort à 6h30. Son corps était une carte de l'hypothermie et de la détermination. Le capitaine Dimitri Kostas, un homme buriné qui avait vu suffisamment de tempêtes pour reconnaître les survivants, l'enveloppa dans des couvertures thermiques tandis que son équipage faisait semblant de ne pas remarquer l'uniforme militaire ou les blessures à vif que les menottes avaient creusées dans ses poignets. « Militaire américaine ?» demanda Kostas dans un anglais approximatif, en examinant ses plaques d'identité. « Militaire américaine morte », corrigea Jordan, d'une voix grave et glaciale. Du moins, c'est ce qu'il croit. Pendant 3 jours, elle se remit dans l'infirmerie du navire tandis que son esprit orchestrait une symphonie de vengeance. Webb croyait l'avoir enterré dans l'Atlantique, mais il lui avait en fait fourni la couverture parfaite. Un fantôme ayant accès à des systèmes classifiés, à des informations privilégiées et n'ayant absolument plus rien à perdre. Chaque heure de convalescence était une heure de planification, et lorsqu'ils arrivèrent au port du Pirée, Jordan était passé du statut de victime à celui de prédatrice. Elle quitta le navire grâce à de faux papiers fournis par Kostas, le capitaine ayant ses propres raisons d'aider les gens à disparaître des registres officiels. Athènes devint sa base d'opération, une ville où les militaires américains pouvaient se fondre dans la foule des touristes tout en accédant à des réseaux sécurisés via des cybercafés qui ne posaient aucune question. Jordan a d'abord appelé le sergent-chef Maya Chen, une spécialiste en cybersécurité stationnée à la base aérienne de Ramstein qui avait participé à l'enquête initiale. La voix de Maya s'est brisée lorsqu'elle a entendu Jordan murmurer à travers les canaux cryptés. « Ils ont organisé une cérémonie commémorative », a déclaré Maya, la voix lourde de chagrin et de rage. Webb a prononcé un discours sur ton sacrifice. Il t'a qualifié de héros mort au service de ton pays. Tant mieux, répondit Jordan. Qu'il croie à ses propres mensonges pendant que nous préparons son bûcher funéraire. Maya avait conservé des copies des preuves de Jordan.
des fichiers cryptés cachés dans des sauvegardes systèmes de routine auxquels les hommes de web ne pouvaient accéder sans déclencher des alertes de sécurité. Des documents financiers, des communications interceptées, des vidéos de surveillance des réunions à Dubaï. Tout ce qu'il fallait pour révéler le partenariat entre Blackstone Dynamics et des militaires corrompus. Mais Jordan avait besoin de plus que des preuves. Elle avait besoin de théâtre, de drame, d'une révélation si publique et indéniable que Webb ne pourrait pas l'enterrer sous la paperasserie bureaucratique et les cachets classifiés. Sa cible devint le sommet international des entrepreneurs de défense à Monaco, un rassemblement où des responsables militaires, des marchands d'armes et des dirigeants de sociétés de sécurité privées se réunissaient sous le couvert de l'immunité diplomatique pour mener des affaires qui prospéraient dans l'ombre. Webb serait présent, ainsi que les dirigeants de Blackstone et des dizaines d'autres conspirateurs qui avaient profité de la vente de la vie des soldats. Une occasion parfaite pour diffuser la vérité à un public qui ne pouvait détourner le regard. Travaillant depuis un appartement exigu surplombant l'acropole, Jordan commença à préparer sa résurrection. Maya acheminait les communications cryptées via les serveurs de l'OTAN, rendant leurs conversations invisibles aux services de renseignement militaires. Ils identifièrent des alliés au sein du système. Des officiers qui avaient remarqué des irrégularités, des journalistes qui avaient posé des questions gênantes, des procureurs qui avaient été empêchés de mener des enquêtes. Le plan se cristallisa avec une précision chirurgicale. Infiltrer le sommet de Monaco, pirater les systèmes de présentation et diffuser simultanément les preuves de corruption aux délégués, aux médias et aux plateformes de streaming mondiales. L'empire de Webb s'effondrerait non pas dans les tribunaux secrets, mais sous les projecteurs, sous les yeux du monde entier. Jordan passa des semaines à étudier les protocoles de sécurité du sommet, à mémoriser les plans d'étage et à se forger une identité qui passerait le contrôle. Le docteur Elena Vasquez, analyste en contrôle des armements à la Banque interaméricaine de développement, une personnalité étayée par des documents si parfaits qu'ils avaient été insérés dans les bases de données officielles plusieurs mois auparavant. Pendant ce temps, Webb savourait sa victoire, utilisant la « mort » de Jordan pour accélérer les opérations de Blackstone. De nouvelles routes ont été compromises, de nouvelles livraisons ont été interceptées, de nouveaux soldats sont tombés dans des embuscades parce que leurs itinéraires de vol avaient été vendus au plus offrant. Chaque nouvelle tragédie rendait la mission de Jordan plus urgente, chaque vie perdue renforçait sa détermination. La transformation était complète lorsque Jordan descendit de l'avion charter à Nice, son apparence modifiée par une chirurgie subtile et un maquillage professionnel qui la rendait méconnaissable. Des cheveux courts au burn remplaçaient ses boucles noires naturelles, des lentilles de contact changeaient la couleur de ses yeux et des vêtements professionnels sur mesure projetaient une image d'autorité plutôt que de précision militaire. Elle n'était plus le Major Jordan soldat tombé au combat et vérité enterrée. Elle était la vengeance vêtue de vêtements de créateur, munie de lettres de créance diplomatiques qui l'amèneraient directement en présence de Webb. Le colonel pensait avoir éliminé son problème en la jetant d'un avion. Il était sur le point de découvrir que certaines personnes ne restent pas mortes, mais évoluent vers quelque chose d'infiniment plus dangereux. Alors que la silhouette scintillante de Monaco apparaissait à l'horizon, Jordan sourit avec la satisfaction d'un chasseur qui avait passé des mois à préparer le piège parfait. Le jugement de Webb était prévu dans 72 heures, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire à 35 000 pieds d'altitude. La grande salle de bal du casino de Monte-Carlo ruisselait de lustre en cristal et d'argent sale alors que le sommet international des entrepreneurs de la défense atteignait son apogée. Jordan, déguisé en docteur Elena Vasquez, se frayait un chemin parmi la foule des marchands d'armes et des fonctionnaires corrompus, telle la mort vêtue d'Armani. Sa cible se tenait près du podium principal. Le colonel Marcus Webb, resplendissant dans son uniforme d'apparat, recevait les félicitations pour ses partenariats logistiques innovants avec des alliés du secteur privé. Il était exactement ce qu'il semblait être, un prédateur déguisé en patriote, vendant la vie des soldats avec la même arrogance désinvolte que d'autres hommes utilisaient pour commander du vin. Les contacts de Webb chez Blackstone l'entouraient, leur rire résonnant sur les murs de marbre tandis que l'argent du sang coulait à flot entre les toasts au champagne et les poignées de main. Jordan s'approcha de la cabine de contrôle des médias où Maya Chen avait inséré à distance ses codes d'accès. Les agents de sécurité saluèrent respectueusement les lettres de créance diplomatiques du docteur Vasquez, sans se douter qu'il escortait un fantôme vers la scène des funérailles les plus coûteuses au monde. L'écran principal clignota, tandis que les doigts de Jordan dansaient sur les touches cachées, téléchargeant 18 mois de preuves dans le système de diffusion du sommet. « Mesdames et messieurs », annonça le modérateur, le colonel Webb va maintenant présenter son discours sur les partenariats stratégiques entre militaires et civils. Webb monta à la tribune, son sourire suffisamment large pour cacher les cadavres qu'il avait enterrés. Merci. Ce soir, je voudrais discuter de la manière dont les chefs militaires visionnaires peuvent tirer parti de l'efficacité du secteur privé pour. Les écrans explosèrent. Des relevés bancaires apparurent comme des éclairs numériques, montrant des virements bancaires de Blackstone Dynamics vers les comptes offshore de Webb.
Des enregistrements audio remplirent la salle de bal. La voix de Webb négociant la mort de soldats pour des marges bénéficiaires, riant des pertes acceptables, tout en calculant les pourcentages de commission. Des vidéos de surveillance provenant d'hôtels de Dubaï révélèrent des accords verbaux qui avaient condamné des centaines de personnes à des embuscades. Le chaos éclata dans la foule. Les délégués altèrent, les téléphones surgirent comme des armes, les diffusions en direct commencèrent à être retransmises sur les réseaux mondiaux avant même que la sécurité n'ait pu réagir. Le visage de Webb pâlit alors que son empire s'effondrait en temps réel, projeté sur des écrans suffisamment grands pour être captés par les satellites. Mais qu'est-ce que... Webb se tourna vers la cabine de contrôle, les yeux rivés sur la position de Jordan. Elle entra dans la lumière des projecteurs, abandonnant son déguisement avec une précision théâtrale. « Bonjour, Marcus. Je t'ai manqué ?» La reconnaissance frappa Webb comme une balle entre les deux yeux. La femme morte qui marchait vers lui avec les preuves du procureur et la fureur d'une survivante, bien vivante et armée de la vérité qu'il ne pouvait enterrer. Jordan retira sa perruque auburn, révélant ses cheveux naturels, et jeta ses lentilles de contact pour montrer ses yeux qui avaient vu 35 000 pieds de trahison. « Major Jordan est, » annonça-t-elle au micro, sa voix portant dans un silence stupéfait. « Supposée morte dans un accident d'entraînement il y a 3 semaines. En réalité assassinée parce que j'ai découvert que cet homme vendait des secrets militaires américains à des entrepreneurs privés qui les utilisaient pour intercepter l'aide humanitaire et cibler nos propres soldats. » La salle de bal se transforma en tribunal mondial, tandis que les preuves continuaient à défiler sur les écrans. Relevés bancaires suisses, communications cryptées, photos de Webb rencontrant des chefs de guerre en Somalie et en Syrie. Chaque document authentifié par les systèmes de renseignement militaires, chaque enregistrement vérifié par un logiciel d'analyse vocale. Webb tenta de saisir son arme, mais Jordan fut plus rapide, son entraînement militaire prenant le pas sur son déguisement civil. Elle le désarma avec une précision chirurgicale, tandis que les caméras capturaient chaque instant pour un public réparti sur plusieurs continents. Des mandats d'arrêt internationaux étaient déjà transmis par voie diplomatique, les procureurs de 12 pays ayant reconnu les preuves de crimes de guerre. « Vous m'avez jeté d'un avion », dit Jordan d'une voix aussi ferme que la pierre. « Mais tout ce que vous avez fait, c'est me rendre le ciel pour faire pleuvoir la justice sur votre tête. » La police monégasque envahit la salle de bal, suivie par les agents d'Interpol qui avaient surveillé la diffusion. Les contacts de Webb à Blackstone se dispersèrent comme des cafards à la lumière, mais leurs visages étaient déjà gravés dans la mémoire collective mondiale. Les preuves allaient déclencher des enquêtes sur 3 continents, démantelant des réseaux de corruption qui opéraient dans l'ombre depuis des décennies. Alors que les menottes se refermaient autour des poignets de Webb, le même bruit que Jordan avait entendu avant sa propre exécution, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis cette nuit au-dessus de l'Atlantique. Une satisfaction totale. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été servie avec des intérêts composés par la survie et assaisonnés d'humiliations publiques. Si vous êtes témoin de ce moment de vérité avec nous, cliquez sur le bouton « S'abonner », car ce qui se passe lorsque le pouvoir corrompu rencontre une justice imparable mérite un public qui croit en la responsabilité. Les derniers mots de Webb, alors qu'on l'emmenait, résonnèrent dans les couloirs de marbre. « Vous ne comprenez pas les forces que vous avez déchaînées. » Jordan sourit en regardant l'aube se lever sur le port de Monte-Carlo, où les yachts achetés avec le sang des soldats flottaient comme des secrets coupables attendant d'être saisis. Des forces? Elle était la tempête qu'ils auraient dû prévoir avant de décider de jouer à Dieu avec la vie d'autrui. 6 mois plus tard, les répercussions de la révélation de Monaco s'étaient transformées en un tsunami de justice qui avait balayé 3 continents. Le colonel Marcus Webb était incarcéré dans une prison fédérale, sa condamnation à perpétuité témoignant de ce qui arrive lorsque des prédateurs confondent leur proie avec des victimes. Blackstone Dynamics avait été dissoute dans le cadre d'enquêtes criminelles, ses dirigeants comparaissant devant des tribunaux dans 12 pays, tandis que les avoirs gelés finançaient des programmes d'indemnisation des victimes. Jordan se tenait devant la commission sénatoriale des forces armées, non plus comme un fantôme en quête de vengeance, mais comme un symbole vivant de la responsabilité institutionnelle. Son témoignage avait déclenché la plus grande enquête sur la corruption militaire de l'histoire américaine, exposant des réseaux qui s'étendaient des couloirs du Pentagone au complexe des seigneurs de guerre africains. 17 officiers ont été traduits en cour martiale, 43 entrepreneurs de la défense ont perdu leur habilitation gouvernementale et de nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte ont été baptisées de son nom. Le système a tenté d'assassiner la vérité en m'assassinant, a déclaré Jordan, sa voix portant le poids de tous les soldats tombés dans des embuscades parce que leurs itinéraires avaient été vendus à des fins lucratives. Mais la vérité a le pouvoir de survivre à sa propre exécution. La salle d'audience a éclaté en applaudissements, mais la satisfaction de Jordan venait de victoires plus discrètes. Le lieutenant Mayachen a reçu une promotion et une médaille pour son rôle dans la dénonciation de la corruption. Le capitaine Dimitri Kostas, le marin grec qui avait sauvé Jordan de la mort,
a obtenu la citoyenneté américaine lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Les familles des soldats tués à cause de renseignements compromis ont reçu une reconnaissance, une indemnisation et, surtout, des réponses. Les complices de Webb ont découvert que la loyauté achetée avec de l'argent sale s'évapore lorsque les menottes apparaissent. Le major Thompson, le capitaine Rodriguez et le lieutenant Foster ont tous accepté des accords de plaidoyer, leurs témoignages révélant des réseaux de corruption dont les enquêteurs n'avaient pas imaginé l'existence. Les hommes qui avaient autrefois appelé Jordan « sœur », avant de la laisser mourir, passaient désormais leur journée sous protection des témoins, sachant que leur lâcheté avait failli permettre un massacre. Mais la justice allait au-delà de la punition. Les preuves fournies par Jordan ont déclenché des réformes de l'aide humanitaire qui ont comblé les lacunes exploitées par Blackstone. De nouveaux systèmes de suivi garantissaient que les fournitures atteignaient leur destination prévue au lieu d'être stockées par les seigneurs de guerre. La sécurité des trajectoires de vol militaires a été révisée afin d'empêcher toute vente future de renseignements. Ces changements ont permis de sauver des milliers de vies, un héritage écrit dans la survie plutôt que dans le sacrifice. Jordan elle-même en est sortie transformée, non seulement par sa survie, mais aussi par sa détermination. Elle a créé la Fondation et une organisation dédiée à la protection des lanceurs d'alerte militaires et à l'enquête sur la corruption dans les contrats de défense. Les murs de son bureau n'étaient pas ornés de médailles, mais de photos de soldats dont la vie avait été sauvée grâce à la révélation de la vérité, leurs visages rappelant chaque jour pourquoi certains combats transcendent la survie personnelle. La première affaire importante de la Fondation concernait un sous-traitant de la marine qui vendait les horaires des sous-marins à des services de renseignement étrangers. La deuxième a révélé qu'un responsable des achats de l'armée acceptait des pots de vin pour approuver des gilets pare-balles défectueux. Chaque enquête portait la marque de fabrique de Jordan. Une documentation méticuleuse, des révélations spectaculaires et des conséquences si publiques qu'il devenait impossible de les dissimuler. Webb avait commis une erreur de calcul cruciale lorsqu'il avait décidé d'assassiner Jordan Hay. Il avait supposé qu'en éliminant le messager, il enterrerait le message, que le pouvoir institutionnel pouvait toujours faire taire la vérité individuelle. Mais certaines personnes deviennent des légendes précisément parce que des forces puissantes tentent de les détruire. L'histoire de Jordan s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rangs militaires, inspirant d'autres personnes à dire la vérité au pouvoir, quel qu'en soit le coût personnel. La nuit où Webb l'a jeté de cet avion, il avait l'intention de créer un autre secret enfoui. Au lieu de cela, il a créé une force de la nature qui balait la corruption avec la même puissance implacable qu'il avait portée à travers les vagues de l'Atlantique. Jordan a appris que la survie ne se résume pas à respirer. Il s'agit de transformer le traumatisme en objectif, la trahison en justice et la résurrection personnelle en changement systémique. Debout dans le bureau de sa fondation, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de Washington de nuances dorées et de possibilités, Jordan a réfléchi au chemin parcouru depuis cette nuit orageuse jusqu'à ce moment de transformation institutionnelle. Webb avait tenté d'écrire sa nécrologie, mais elle avait rédigé sa propre histoire de résurrection, prouvant que la vérité n'a pas besoin de parachute pour atterrir en toute sécurité. La leçon la plus puissante n'était pas celle de la survie individuelle, mais celle de la responsabilité collective. La démocratie dépend de personnes prêtes à tout risquer pour la vérité, même lorsque le pouvoir institutionnel s'aligne contre elle. La chute de Jordan était devenue l'ascension de tous. Sa survie un rappel que la justice différée n'est pas toujours la justice refusée, mais parfois la justice qui se prépare à un jugement qui ébranle les fondations. Si l'histoire de Jordan, où le courage triomphe de la corruption, vous a inspiré à croire au pouvoir de la vérité sur les mensonges institutionnels, abonnez-vous pour rejoindre d'autres personnes qui comprennent que certains combats valent tout, car lorsque les gens bien restent silencieux, les gens malveillants restent au pouvoir. La tempête qui avait commencé à 35 000 pieds au-dessus de l'Atlantique s'était enfin dissipée, laissant derrière elle un ciel où la vérité pouvait à nouveau voler en toute sécurité.